Sans vouloir vous ennuyer avec des aspects juridiques, il nous a paru intéressant de tracer un portrait de l'environnement de la formation suite à la réforme du 5 mars 2014. Je tâche dans cet exposé de ne pas effleurer les sujets qui sont abordés ensuite. Donc ce rappel juridique sur le cadre de la formation, issu de la loi du 5 mars, qui faisait suite à l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, modifie en profondeur le cadre juridique de la formation professionnelle continue dans l'entreprise, qui était en vigueur depuis 1971. Donc sur deux points. La simplification de l'obligation fiscale destinée à financer le plan de formation et l'institution d'une contribution unique a mis l'entreprise face à sa responsabilité formative à l'égard de tous ses salariés. Et cette responsabilité est d'autant plus renforcée que tous les salariés se voient dotés, à travers l'entretien professionnel unique, d'un droit à la carrière professionnelle. Donc, ce qui nous avait intéressé, c'était par rapport à toutes ces questions qui nous arrivaient au CREFOR, c'était qui étaient liées au CPF, c'était d'avancer des informations. En fait, le CPF ne prive pas l'entreprise de ses obligations, donc il nous a paru intéressant aujourd'hui d'aborder les différentes obligations de participer à la formation des entreprises. Donc en fait, la simplification... Donc l'obligation de financer la formation professionnelle continue qui pèse sur les entreprises a été considérablement simplifiée par la loi, qui a supprimé le système d'imputabilité des dépenses directes de formation. Une seule contribution doit être versée dans son intégralité à un seul organisme collecteur. Et ainsi, pour les entreprises de 10 salariés et plus, l'obligation fiscale de consacrer à leur plan de formation au minimum 0,9% des rémunérations a été supprimée. Et donc, au-delà de la contribution légale unique, la loi oblige les entreprises à financer directement la formation de leurs salariés, et le cas échéant dans le cadre du plan de formation. Mais désormais, ce n'est plus pour atteindre un minimum légal en termes de dépenses, qui était de 0,9%, mais pour vérifier qu'elles ont bien respecté leurs obligations de formation vis-à-vis de tous leurs salariés. Et donc, désormais, l'employeur a une double obligation, le financement direct d'actions de formation et le versement des contributions destinées au financement de la formation professionnelle. Et par ailleurs, des obligations conventionnelles peuvent s'ajouter à l'obligation légale, et l'employeur peut également effectuer des versements volontaires à l'OPCA. Donc on est ainsi passé en fait d'une logique de moyens à une logique de résultats. Donc la nouvelle loi parie sur la responsabilité des entreprises. La suppression d'une partie de son obligation fiscale met l'entreprise face à sa responsabilité formative à l'égard de tous ses salariés. Et donc cette obligation est désormais fondée sur la loyauté des relations contractuelles. L'employeur doit non seulement assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, mais aussi veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Et d'ailleurs, une jurisprudence constante à la Cour de cassation impose aux entreprises de former tous ses salariés. Ainsi, la loi du 5 mars acte l'obligation de former tous les salariés au moins une fois tous les 6 ans à travers l'entretien professionnel. Donc l'individualisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications
donc, se révèle par l'entretien professionnel qui a vocation à devenir un élément important de la vie professionnelle du salarié. Il doit permettre à chaque salarié d'envisager des perspectives d'évolution professionnelle. Donc, tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue, en participant chaque année à son financement. La loi du 5 mars procède à une simplification de l'obligation des entreprises à participer au financement de la formation continue, avec un premier volet qui se traduit par un financement direct de l'entreprise des actions de formation de ses salariés, sans contraindre cette dernière à dépenser une contribution minimum. Et le second volet consiste pour l'entreprise assujettie à verser une contribution dont le taux varie selon l'effectif à un seul organisme collecteur. Enfin, la contribution supplémentaire 1% CIF-CDD qui doit être versée pour toutes les entreprises ayant eu recours à des salariés en CDD. Par ailleurs, donc, il y a un financement direct des actions de formation des salariés qui oblige donc les entreprises à financer directement des actions de formation à leurs salariés. Cette obligation est avant tout une obligation de résultat et non plus une obligation de moyens. En effet, les entreprises de 10 salariés et plus n'ont plus l'obligation de consacrer annuellement 0,9% minimum des rémunérations versées pour financer leur plan de formation. Le législateur a entériné l'idée que cette incitation à la dépense ne se justifie plus, d'autant plus que la nature fiscale de cette contribution avait généré des règles administratives de l'imputabilité des dépenses contraignantes et inefficaces. La nouvelle loi recentre donc le financement direct des actions de formation de l'entreprise vers sa vocation première, c'est-à-dire celle d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, mais également de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, et au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Donc en conséquence, cette loi laisse la liberté aux entreprises de fixer leur budget formation en fonction de leur stratégie, de leurs obligations en matière de gestion des compétences, sans les contraindre à dépenser un minimum légal. Et par ailleurs, il y a un versement d'une contribution donc unique à l'OPCA, c'est le second volet, qui consiste pour l'entreprise assujettie à verser cette contribution dont le taux varie selon l'effectif à un seul organisme collecteur. Donc tout ça n'empêche pas l'obligation donc en matière de formation. C'est-à-dire que l'élaboration d'un plan de formation n'est pas une obligation juridique pour l'entreprise. Néanmoins, l'employeur doit se soumettre à 5 obligations légales. 1. L'obligation d'adapter le salarié à son poste de travail. Donc c'est une obligation générale consacrée par la jurisprudence et reprise par la loi. C'est une obligation qui s'exerce dans le cadre éventuellement d'un reclassement ou dans le cadre d'une mutation sur un autre poste de travail. Et c'est aussi une obligation de former à la sécurité. Le deuxième point, c'est l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Donc en insérant ce concept de capacité des salariés à occuper un emploi dans le Code du travail, la loi a conféré une valeur juridique dont l'employeur devra tenir compte dans l'obligation de son plan de formation, dans l'élaboration de son plan de formation. La troisième obligation, c'est l'obligation de consulter le comité d'entreprise, c'est-à-dire que la consultation, cette obligation n'est pas une obligation de faire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on consulte le comité d'entreprise qu'il y a forcément un plan de formation. Mais une entreprise peut décider de s'acquitter de ses obligations, notamment en adaptant ses salariés au poste de travail ou en les maintenant dans la capacité d'occuper un emploi, sans élaborer forcément, à proprement parler, un plan de formation. Elle doit toutefois expliquer cette décision et sa politique en la matière au comité d'entreprise. La quatrième obligation, c'est l'obligation de présenter au comité d'entreprise le plan de formation, qui se présente en 2 catégories. La catégorie 1, action d'adaptation au poste de travail, et la catégorie 2, action de développement des compétences. La 5e obligation, c'est l'obligation d'assurer le financement.
C'est lorsqu'une action de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences est inscrite au plan de formation, elle doit être intégralement prise en charge par l'employeur. Et ces financements peuvent être pris en charge par l'OPCA auquel l'entreprise verse sa contribution. Alors, il y a aussi une obligation nouvelle suite à la loi, c'est l'obligation d'organiser les entretiens professionnels. Voilà, donc la loi du 5 mars 2014 remplace divers entretiens individuels obligatoires par un entretien individuel unique, qui est l'entretien professionnel. Donc c'est un véritable outil d'aide à la gestion des compétences de chaque salarié. Et tous les 6 ans, il s'agit d'identifier les mesures qui ont été prises dans le cadre du parcours professionnel du salarié. Parmi ces mesures figurent la formation, mais aussi des éléments de certification ou encore une progression salariale ou professionnelle. Il s'accompagne donc d'une obligation de résultat assortie pour les entreprises de 50 salariés et plus d'une sanction financière. En effet, s'il est constaté que parmi les mesures indiquées, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins 2 de ces 3 mesures, il a été mis en place un abonnement correctif qui fait l'objet d'une inscription sur le CPF du salarié, qui est de 100 heures s'il s'agit d'un salarié à temps complet et de 130 heures s'il s'agit d'un salarié à temps partiel. Donc cela, ça ne concerne que les entreprises de 50 salariés et plus. Donc la loi a donc mis en place, a favorisé donc l'initiative individuelle au cœur du dispositif de formation. La réforme 2014 donc, a créé 2 nouveaux droits accessibles à la fois aux jeunes âgés de 16 ans et plus, aux salariés et aux demandeurs d'emploi. Donc il s'agit du conseil en évolution professionnelle, le CEP, et du compte personnel de formation. Donc ils sont accessibles à partir de 2015. Ces droits permettent à leurs bénéficiaires de prendre des initiatives pour mettre en œuvre en particulier un projet de formation qualifiant ou certifiant. Le CEP, donc si l'État définit au plan national la politique d'orientation, chaque région coordonne sur son territoire l'action des structures participant au service public régional d'orientation, le SPRO. Dans le cadre de leur mission, les structures du SPRO assurent la mise en œuvre de ce nouveau droit au Conseil à l'évolution professionnelle, le CEP. L'offre de service du CEP est définie par un cahier des charges national qui prévoit 3 niveaux de prestations gratuites, un accueil individualisé, un conseil personnalisé et un accompagnement à la mise en œuvre du projet professionnel. Pour ce qui est du CEP, un petit résumé de la mesure. Donc la réforme organise la mise en œuvre du CPF en posant les principes et les modalités de fonctionnement. Ce nouveau droit remplace le DIF. Le CPF est un droit attaché à la personne, donc entièrement transférable. Chaque personne dispose d'un compte dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à sa retraite, indépendamment de son statut. Complémentaire aux autres mesures de formation, le CPF est à l'initiative de son bénéficiaire. Et il permet de mettre en œuvre des formations sanctionnées par des qualifications ou certifications reconnues. Il est financé sur une fraction, le 0,2%, de la contribution unique des entreprises de plus de 10 salariés. Et donc le CPF bénéficie de financements complémentaires de la région, de Pôle emploi, de la GFIP, du FIPHFP, de la FPSPP, du FPSPP. Il peut également être abondé et s'articuler avec d'autres dispositifs comme le congé individuel de formation et la période de professionnalisation. Donc l'accès des salariés à la formation. Donc si le plan de formation de l'entreprise reste l'outil principal d'accès à la formation des salariés, et si le compte personnel de formation ouvre de nouveaux droits d'accès à la formation certifiante et qualifiante, il existe d'autres dispositifs de formation qui permettent de répondre à des projets spécifiques. Donc, en particulier la période de professionnalisation qui permet à l'employeur et aux salariés de bâtir un parcours de professionnalisation basé sur l'alternance et financé par un OPCA. Elle est mise en œuvre à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.
La période de professionnalisation peut également abonder le compte personnel de formation. Donc, à l'initiative du salarié, on trouve le congé individuel de formation à côté le congé individuel de formation. Voilà. Donc, à côté du congé individuel de formation, il existe d'autres types de congés de formation pris à l'initiative du salarié. Les trois principaux sont le congé bilan de compétences, le congé pour VAE, le congé examen. Par ailleurs, il existe des mesures au moment d'un licenciement professionnel qui permettent aux salariés de bénéficier d'un accompagnement d'aide au reclassement. Ce qui est intéressant, c'est l'articulation entre l'ensemble de ces dispositifs. La place du CPF au sein des dispositifs de la formation professionnelle permet d'envisager plusieurs articulations des dispositifs pour parvenir à une montée en compétences des salariés par la qualification. La période de professionnalisation abonde le compte personnel de formation dans la mesure où les formations accessibles par ces deux dispositifs sont similaires. Formation qualifiante, certifiante, socle de compétences, accompagnement VAE. L'employeur peut choisir d'abonder au titre du plan de formation le compte personnel de formation, comme articuler le CIF avec le plan de formation de son entreprise. Et le salarié peut mobiliser son CPF à l'occasion d'un CIF et obtenir ainsi une meilleure prise en charge de ses frais de formation avec l'intervention du FPSPP. Notons aussi l'accompagnement des salariés en cas de rupture du contrat de travail, en cas de licenciement pour motif économique, des mesures particulières destinées à accompagner les salariés doivent être mises en œuvre par l'entreprise. Le contrat de sécurisation professionnelle, congé de reclassement, congé de mobilité sont des dispositifs incluant la formation comme déterminant du retour à l'emploi. Mais lors de toute rupture de contrat de travail, le compte personnel de formation permet l'accès à la formation du fait de sa transférabilité. Ensuite, l'accès à la formation des demandeurs d'emploi. Les salariés privés d'emploi ont accès à la formation professionnelle dans le cadre de dispositifs qui leur sont dédiés. Le choix du dispositif de formation qui s'offre aux demandeurs d'emploi va se faire en fonction de leur projet professionnel et de leur situation antérieure au regard de l'indemnisation. Ces formations font l'objet de financements différents émanant de divers acteurs, Conseil régional, Pôle emploi. Des demandeurs d'emploi non indemnisés n'ont accès qu'à une partie des mesures financées par les pouvoirs publics. Ensuite, ce qui est intéressant, donc, c'est la formation effectuée dans le cadre du CPF, qui est ouvert aux demandeurs d'emploi. Donc les personnes en recherche d'emploi n'acquièrent pas de droits supplémentaires au CPF, mais pendant leur période de chômage, elles peuvent mobiliser les heures acquises lorsqu'elles étaient salariées. Donc les formations, il y a des règles pour la mobilisation du CPF demandeur d'emploi qui doivent permettre aux intéressés de faciliter et d'accélérer leur accès à la formation pour retrouver un emploi. Il en découle qu'afin de donner à chaque demandeur d'emploi bénéficiant d'un crédit CPF suffisant la liberté d'accéder à la formation de son choix. Et donc notons, pour conclure et pour préciser l'accès du CPF aux demandeurs d'emploi, c'est le FPSPP qui, après délibération du COPANEF, en avril dernier, qui s'est engagé à financer pour 2015 la formation CPF de demandeurs d'emploi à hauteur de 100 heures dans le cadre d'une donation de 78 millions d'euros faite à Pôle emploi. Voilà, j'ai été très rapide. J'espère que j'étais dans les temps. Merci Emmanuel. Merci de votre attention. De toute façon, je pense que tout le monde sera bien conscient que c'est un exercice difficile. Il y avait à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et vous les avez tenus, donc bravo. Non. Donc voilà, c'était important d'avoir effectivement les grandes lignes en mémoire. Bon, on les a plus ou moins toutes en mémoire, mais la loi est dense, donc c'est quand même bien d'avoir un rappel, recontextualiser tout